Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser au concept d'opérateur linéaire diagonalisable. Première vidéo donc d'algèbre sur cette chaîne. Alors j'ai mis ici quelques prérequis quand même à avoir pour bien comprendre cette vidéo. Donc ils sont les suivants, les notions d'espace vectoriel, d'application linéaire, de base et de changement de base seront assez importants pour pouvoir bien suivre et comprendre ce qu'on fait. C'est pas impossible de quand même regarder la vidéo, mais ce sera sûrement moins éclairant si vous n'êtes pas à l'aise avec ces concepts-là. Et donc commençons, euh, rentrons dans le vif du sujet. Alors qu'est-ce que c'est un opérateur linéaire diagonalisable? À quoi ça sert, machin? Eh bien, bon, si on se fixe un espace vectoriel V, qui est de dimension finie, et A, un opérateur linéaire sur V, la grosse question qu'on se pose, c'est comment est-ce que A agit sur V? Donc on sait que A, euh, étant donné une certaine base pour V, eh bien, peut se représenter sous forme de matrice et tout, mais c'est vrai que des fois, bon bah voilà, si j'ai une matrice qui ressemble à un truc comme ça, avec plein de chiffres partout, bon bah moi, je comprends pas trop ce que fait A. Et donc la question c'est, bah voilà, j'aimerais trouver une autre base de V, telle que cette matrice soit un peu plus simple. Et en fait carrément plus simple, parce que la base qu'on cherche, ça va être une matrice, ça va nous donner, pardon, une matrice pour A, qui soit de la forme euh, suivante, avec ici que des zéros. Et donc là, vraiment, on comprend déjà beaucoup mieux comment fonctionne A, parce que si je l'applique à un certain vecteur V, ça va être très facile à voir quel sera l'effet de A sur V. Et en plus, ça, ce qui est vraiment pratique, c'est qu'on peut calculer super facilement, si ça, je pose que c'est la matrice B, bah alors B carré, ce sera juste égal à la même matrice, mais avec toutes les valeurs sur la diagonale ici au carré, et même de manière générale, B exposant K, bah, ce sera toutes les valeurs ici, mais exposant K. Donc voilà, c'est vraiment pratique d'exprimer notre opérateur linéaire sous des matrices de cette forme, mais bon, ça a l'air de sortir un peu de nulle part, d'être un peu de la magie, donc comment est-ce qu'on fait pour arriver à ça? Eh bien, on va s'intéresser à certains vecteurs particuliers de A, qu'on appelle les vecteurs propres. Donc première définition à retenir. Un vecteur propre, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur de V tel que A de V, donc quand j'applique A à V, j'obtiens lambda fois V. Alors ça, du coup, on dit que c'est un vecteur propre. Bon, il faut qu'il soit non nul parce que, évidemment, euh, le vecteur nul, le vecteur 0, il est égal à lambda, enfin, quel que soit lambda fois 0, ça fera toujours 0, quoi. Donc, il faut qu'il soit différent de 0. Et la valeur propre, enfin, et ceci, en fait, c'est ce qu'on appelle la valeur propre associée à V. Et donc ça, c'est la définition, c'est ce qu'on appelle une valeur propre. Donc voilà, ça c'est à retenir en tête. Donc, j'applique A à V, qu'est-ce que j'ai en gros? Bah, j'ai le même vecteur, mais multiplié par un scalaire. Autrement dit, ce vecteur A de V se retrouve sur la même droite qui est engendrée par V. Hein. Euh, Bah oui, c'est juste une combilie de V. Ils sont linéairement dépendants. Et donc si ça c'est V, par exemple, là je pourrais avoir A de V qui se retrouve ici. Dans cet exemple, on a que A de V est égal à moins 1 demi fois V. Donc on voit qu'il y a une symétrie centrale. Il est flippé, quoi, et il est raccourci. Et donc nous, on va essayer de trouver assez de vecteurs propres de A pour construire une base de V qui sera composée uniquement de ces vecteurs. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que du coup, dans une telle base, chaque vecteur de base que je vais appeler EI, c'est juste égal à lambda I fois EI. Mais on sait que la matrice d'une application linéaire, dans chaque colonne, reprend l'image des vecteurs de base. Et donc, on arrive finalement à une matrice comme ça, puisque chaque colonne
c'est simplement la valeur propre correspondant à notre vecteur fois ce vecteur, et donc on se retrouve juste avec des scalaires sur la diagonale. Et ça, c'est exactement la matrice dont je parlais au début et qu'on a envie d'avoir. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant pour déterminer finalement ces vecteurs propres et ces valeurs propres? Eh bien, on va travailler un peu sur cette équation-ci. Je vais prendre une nouvelle feuille. Et donc, on sait que les vecteurs propres sont les vecteurs tels que a de v soit égal à lambda v, voilà, ça je l'ai assez dit. Et ceci, ça peut également se réécrire comme a de v moins lambda v égale 0. Bon, jusqu'ici, rien de très sorcier, on voit pas trop à quoi ça sert. Mais maintenant, en fait, ce que je peux faire, c'est encore réécrire ceci comme a moins lambda fois l'identité, hein, donc l'identité sur mon espace vectoriel, appliquée en v. Donc, en quelque sorte, je mets un opérateur linéaire enfin, je le factorise, quoi. Je le mets en évidence. Et donc, ceci, c'est égal à v. Mais donc là, en fait, j'ai juste une équation vectorielle du type a' de v égale 0. Et si je résous donc cette équation en v, je vais trouver tous les vecteurs propres qui satisfont cette équation. Mais cette équation, elle est équivalente avec celle-ci, qui est équivalente avec celle-ci. Et donc, en fait, là, j'aurais déterminé tous mes vecteurs propres. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir que, finalement, l'ensemble des solutions de cette équation, ce n'est autre que le noyau de cet opérateur linéaire-ci. On sait que le noyau d'un opérateur linéaire, c'est l'ensemble des vecteurs, tel que quand j'applique cet opérateur à ce vecteur particulier, j'obtiens 0. Et ça, ici, on définit ceci comme étant, ça c'est une définition, quoi, ce qu'on appelle le sous-espace propre correspondant à ma valeur propre lambda. Donc ça c'est sous-espace propre. Je vais peut-être fermer ma fenêtre. Et donc, voilà, désolé pour le bruit. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle le sous-espace propre correspondant à lambda. Et eh bien, une fois qu'on aura déterminé ces sous-espaces propres, on sait que tous les vecteurs propres dans ce sous-espace vérifient ceci. Et donc, notre objectif, ça va être d'essayer de trouver assez de vecteurs propres dans les sous-espaces propres pour construire notre fameuse base, telle que notre matrice soit diagonale dans cette base. Mais alors, avant, en fait, c'est très bien de déterminer les sous-espaces propres, mais avant de déterminer ceci, il faut avoir une idée de quelles sont les valeurs propres de mon opérateur linéaire. Hein, parce que là, jusqu'ici, c'est bien, j'ai ces équations-là, mais lambda, c'est quoi? Eh bien, pour déterminer lambda, on s'intéresse à un dernier gros concept, ce qu'on appelle le polynôme caractéristique de A, qui est défini comme tel. C'est le déterminant de A moins lambda fois l'identité. Alors d'où ça sort, en quoi est-ce que ça c'est un polynôme et tout, on va voir ça. Mais donc rappelons-nous déjà, en fait le grand résultat c'est que lambda est une valeur propre de A. Lambda est une valeur propre de mon opérateur A. Si et seulement si, le déterminant de A moins lambda fois l'identité est égal à 0. Alors, ça sort d'où? En fait, rappelons-nous que on détermine le sous-espace propre correspondant à lambda comme le noyau de ceci. Sauf qu'on sait aussi que ce noyau, s'il est différent de l'espace trivial,
vu que 0 appartient toujours au noyau de n'importe quel opérateur linéaire, alors c'est que le déterminant de cette chose, lui, est nul. Et en fait, du coup, ça découle directement. Et on détermine lambda comme ça. Alors, par contre, pour voir que ceci est un polynôme de degré n en lambda, bah, on revient à la définition du déterminant. Le déterminant de a moins lambda fois l'identité, ben, c'est égal à la somme sur toutes les permutations qui appartiennent au groupe symétrique sur n du signe de ma permutation fois A1 sigma de 1 moins lambda delta 1 pardon, sigma de 1, décidément. Et ce, jusqu'à ma énième ligne, donc AN de sigma, je me suis trompé, sigma n, moins lambda fois le delta de Kronecker, sigma de n. Bon, ne nous intéressons pas à toutes les permutations, mais remarquons juste que si la permutation en question, c'est l'identité, bah, on a bien que cette chose-ci, ça devient simplement A11 moins lambda, et ce, jusque n, hein, puisque fois hop, comme ceci, puisque le delta de Kronecker est égal à 1 lorsque i égale j, est égal à 0 lorsque i est différent de j. Bon, ici c'est plus une parenthèse, c'est pas super important de comprendre ça, mais c'est pour voir en quoi ceci est bien un polynôme de degré n. Donc là, on voit bien que si on a ceci n fois, ben, on aura un degré n sur lambda. Et en fait, on est assuré que pour toutes les autres permutations, le degré de ces facteurs sera toujours inférieur ou égal à n-2. Bah, pourquoi ? Parce que si au mieux c'est une transposition, j'aurai deux éléments qui vont s'annuler sur ma diagonale, parce que le i sera différent des j, et du coup j'aurai un 0 ici, un 0 ici, et donc j'aurai bien deux lambda qui tombent. Et donc bref, tout ceci pour dire que ça c'est bien un polynôme de degré n en lambda. Et donc, en fait, maintenant qu'on a fait tout ça, on sait comment déterminer les valeurs propres de A, on sait comment déterminer les sous-espaces propres de A. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est en fait, parfois, on a quand même des petits obstacles, des petits trucs qui font que ça ne fonctionne pas. Et ces choses-là, c'est ce qu'on appelle l'obstacle algébrique et l'obstacle géométrique. Alors, pour faire simple, premier obstacle, qu'on va dire algébrique, eh bien, le polynôme caractéristique, donc ceci, ça on le note, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, mais PA de lambda, tout simplement, PA de lambda n'est pas factorisable sur notre corps. Par exemple, si je travaille dans l'espace réel, il se pourrait, pour la matrice suivante, enfin, pas il se pourrait, mais il se fait que la matrice suivante, qui est une rotation de 90 degrés par rapport à l'origine, donc c'est cette matrice-ci, eh bien, son polynôme caractéristique, calculons-le rapidement, je vais appeler ça A, donc, PA de lambda, c'est égal au déterminant de A moins lambda fois l'identité, ce qui est donc égal à moins lambda 1, moins 1, moins lambda, et ça, alors moins lambda fois moins lambda, ça fait lambda au carré, moins 1 fois 1, donc plus 1, et donc ce truc-là, sur R, ça n'admet pas de solution. Alors si j'ai même pas de valeur propre, vu que je peux pas résoudre cette équation sur R, il est sûr que j'aurai aucun vecteur propre,
Et, euh, et donc là, je ne peux rien faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'obstacle algébrique. Après, le deuxième obstacle, qu'on appelle l'obstacle géométrique, c'est tout simplement, il n'y a pas assez de vecteurs propres en fait. Il n'y a pas assez de vecteurs propres, euh, disons, précisons linéairement indépendants. Parce que bien sûr, dès que je trouve un sous-espace propre, ce système a une infinité de solutions. Donc, il y a une infinité de vecteurs propres, mais correspondant à la même valeur propre. Et donc, je ne peux pas construire une base avec ceci, puisque, par définition, ils sont tous linéairement dépendants. Et donc, j'ai pas assez de vecteurs propres linéairement indépendants. Donc, voilà à peu près toute la théorie qu'il faut savoir pour les opérateurs diagonalisables. Mais donc, pour revenir juste une dernière fois sur ces obstacles algébriques et géométriques, on appelle, ça c'est les dernières définitions, la multiplicité algébrique d'une valeur propre c'est très grossièrement le nombre de fois que notre valeur propre pardon, divise notre polynôme caractéristique. Donc imaginons que notre polynôme caractéristique soit le suivant. Quelque chose comme ça, c'est totalement probable. Hop. Bah alors ici, on a deux valeurs propres. On a 2 et moins 2, vu que ce sont les valeurs pour lambda qui annulent le polynôme caractéristique. Et donc la valeur propre 2, ici, aurait une multiplicité algébrique de 2, tandis que la valeur propre moins 2 aurait une multiplicité algébrique de 1. Et alors la deuxième chose qu'on définit, c'est la multiplicité géométrique d'une valeur propre. Et alors la définition est toute simple, c'est juste, ça c'est juste égal à la dimension de l'espace propre associé. Et ceci, c'est intéressant de déterminer ces multiplicités parce que, en fait, ce sont des critères pour savoir si notre opérateur sera diagonalisable ou pas. Il y a des résultats dans le cours que je ne vais pas démontrer, mais qui disent que si, premièrement, donc, on a que A est diagonalisable si et seulement si. Alors, on a 3 propositions. Donc, on a A possède n valeurs propres. Alors, si on a bien compris vraiment ce qu'étaient les valeurs propres et les vecteurs propres, ça devrait vous sauter aux yeux et être assez direct, vu qu'effectivement, si on a n valeurs propres, on va pouvoir trouver n vecteurs propres linéairement dépendants, et on sait que si on a n vecteurs qui sont linéairement dépendants dans un espace à n dimensions, et bien directement, et qu'en plus ils sont générateurs, ce qui est le cas, et bien on aura directement une base pour notre espace vectoriel. Oui, on a aussi que si la somme des multiplicités géométriques est égale à n, alors A est diagonalisable. Et il y a encore un autre critère, mais bon, je ne vais pas revenir dessus. Je pense qu'un exemple sera un peu plus parlant. Donc, on va s'y mettre. Et donc, si on considère la matrice, disons plutôt soit A, qui appartient à l'ensemble des endomorphismes sur K de V, et A, qui soit égale à la matrice de notre opérateur dans une certaine base B. Ok. Et donc, je dis que A, c'est ceci. Alors, 1, moins 3, 3, 3, moins 5, 3, et 3, moins 3, 1. Voilà. Et donc, je veux diagonaliser ceci. Bah alors, la première chose qu'on fait, comme j'ai montré, c'est que toujours,
on détermine le polynôme caractéristique de A. Donc moi, je vais plutôt noter qui A de x, mais ceci, c'est toujours égal à la même chose. C'est le déterminant de A moins x fois, du coup ici, l'identité sur mon espace vectoriel, c'est juste la matrice identité de taille 3 x 3. Et donc ça, c'est égal à 1 moins x moins 3. Alors les barres comme ça, c'est pour dire déterminant, quoi. 3 moins 5 moins x. 3, 3, 1 moins x ici, moins 3 et 3. Donc vraiment, je prends ma matrice A, je lui soustrais x fois l'identité, hein, donc c'est comme si je soustrayais à ceci cette matrice-là, quoi, avec tous des zéros autour. Et après, je calcule le déterminant de ceci. Alors, il se trouve que le déterminant de ceci, c'est égal à moins x au cube, moins 3x au carré, plus 4. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans les prérequis, mais voilà, il faut aussi être à l'aise avec les calculs de déterminants. Et ceci, je peux le factoriser comme moins x moins 1 fois x plus 2 au carré. Ok, donc je ne vais pas revenir sur les détails des calculs ici. Là, on s'intéresse vraiment à la manière de diagonaliser mon opérateur. Alors, je n'ai pas introduit ce terme, mais on appelle le spectre de A, c'est juste l'ensemble, qu'on note spectre de A, c'est juste l'ensemble des valeurs propres de A. Hein. Donc, dans ce cas-ci, c'est 1 et moins 2. Moins 2, 1. Donc ça, c'est mon spectre, et donc j'ai deux valeurs propres ici. Alors, on pourrait se poser la question, ok, j'en ai pas 3, donc c'est pas nécessaire qu'il y en ait 3 pour qu'il soit diagonalisable, mais ça veut dire que pour qu'il soit diagonalisable, il faudra que la multiplicité géométrique de moins 2 soit égale à sa multiplicité algébrique, qui ici est égale à 2, et que, pareil, la multiplicité géométrique de 1, qui ici est égale à 1, soit égale à sa multiplicité, sa multiplicité algébrique, qui est égale à 1, soit égale à sa multiplicité géométrique. Et donc, pour rappel, la multiplicité géométrique, c'est juste la dimension de l'espace, du sous-espace propre correspondant. Alors, à nouveau, donc, allons-y, calculons V1. V1, c'est le noyau de A moins une fois l'identité, hein, en reprenant les définitions que j'ai introduites tout à l'heure. Et ça, à nouveau, je passe les détails des calculs, il faut être à l'aise avec ça aussi, c'est égal au sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 1, moins 1, 1. Pour V de moins 2, mais ça c'est le noyau de A moins moins 2, donc plus 2 fois l'identité. Et ceci, coup de chance, c'est bien de dimension 2, hein, et c'est engendré par les vecteurs moins 1, 1, 0 et moins 1, 0, 1. Donc, la multiplicité géométrique ici de 1, c'est bien égal à 1, comme sa multiplicité algébrique. Et la multiplicité géométrique de moins 2, c'est égal à 2, comme sa multiplicité algébrique. Notre opérateur est bien diagonalisable. Quand on y réfléchit, ça fait sens, parce que c'est un résultat que je n'ai pas mentionné, mais tous les vecteurs propres sont les vecteurs propres sont en fait linéairement indépendants de A2 et entre tous. En fait, ils sont tous linéairement dépendants, donc je peux construire une base. Et donc ici, j'ai 3 vecteurs linéairement dépendants, donc je sais que ça forme une base. Et voilà, en fait, c'est juste ça. Il faut que je puisse piocher le nombre, la dimension fois le nombre de vecteurs propres. Et voilà, en fait, c'est tout. C'est ça, je me rends bien compte que si là, il y avait eu un seul vecteur, j'aurais eu que 2 vecteurs linéairement indépendants, sauf que mon espace ici, il est à 3 dimensions, et donc il y aura un problème. Alors maintenant,
ce que je fais, c'est que je vais piocher des vecteurs. L'ordre n'a pas d'importance pour ma matrice de changement de base. Juste, voilà, il faut que je pioche des vecteurs dans ces sous-espaces. Et donc, comme, voilà, il y en a une infinité, mais bon, je vais pas aller très loin, je vais juste prendre ceux que j'ai notés ici. Donc, disons que je vais prendre F1 qui est égal à 1, 1, moins 1, 1, F2, moins 1, 1, 0, et F3. Alors ceci, voilà, ça me forme bien. Si je pose F qui est égal à l'ensemble F1, F2 et F3, ceci, ça me forme bien une base de vecteurs propres. Hein, on a vu, tout ceci, ce sont des vecteurs propres. Là, j'ai une base. Et donc maintenant, tout ce qui me reste à faire, en fait, c'est changer de base. Donc, pour rappel, la formule, si je veux avoir A, la matrice de A dans FF, c'est, je me trompe tout le temps, mais donc c'est identité de E vers F fois la matrice de A dans la base EE et fois l'identité de F dans E. Donc voilà, ça il faut aussi être à l'aise avec la formule de changement de base. Mais donc, ici, ma matrice identité de F dans E, donc on suppose que E c'est la base canonique. Alors c'est tout simple. C'est la matrice suivante. 1, moins 1, 1, moins 1, 1, 0, et moins 1, 0, 1. Et donc là, sans même faire de calcul, je sais aussi que l'inverse de cette matrice, pardon, moins 1, c'est égal à ceci. Et donc là, sans même faire aucun calcul, je sais directement que la matrice de A dans la base F, c'est égal à la chose suivante. Alors il faut juste que je regarde dans quel ordre est-ce que j'ai mis mes vecteurs propres ici. Donc ce vecteur propre, la valeur propre associée, c'était 1. Donc j'aurai un 1 sur ma diagonale, que des 0 en dessous. Et puis les deux autres vecteurs, les valeurs propres associées, c'était moins 2. Et donc j'aurai des moins 2 ici sur ma diagonale. Et là, je viens de trouver donc une base telle que la matrice de A est beaucoup plus simple. Je peux facilement voir ce qu'elle fait sur mes vecteurs de base. Et voilà en fait qui clôture pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et à très bientôt.